La 5ème de coup, émission spéciale 20 ans. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5ème de couvre, l'émission de débat autour du manga. Aujourd'hui, nous allons disséquer, dépecer, charcuter et aimer le manga. Enfin, parmi eux, 4 titres principalement. 4 titres qui ont marqué les esprits à leur manière, et cela depuis 20 ans. Oui, il y a pas mal d'anniversaires en ce moment, pas mal d'événements pour fêter les 2 dizaines d'années de One Piece, de GTO, de Shaman King, ou aussi, même si on n'en parle pas forcément pour ça, de Hunter x Hunter. Pour souffler ces différentes bougies, celui qui n'a pas d'âge, oui, la sagesse s'est emparée de lui tout jeune et ne l'a jamais quitté. Salut Robin. Salut. Ça va, tu es prêt? Ça va, je suis ravi d'être avec vous, ça fait trop longtemps. Ça tombe bien, on est de retour. Si on s'était mariés, lui et moi, à notre rencontre, on serait pas si loin de célébrer nos noces d'étain. Salut Cagnard. Salut. Ça va? Ça va très très bien. Il s'est rien passé dans le métro pour toi? Non, ah si, il y a une petite jeune qui m'a appelé monsieur. Elle m'a chopé en train de lire du Naruto et elle m'a dit « Ah monsieur, désolé, je lisais au-dessus de votre épaule et tout ». Ça m'a un peu saoulé qu'elle m'appelle monsieur, mais en même temps ça partait d'une très bonne intention. Donc limite j'ai envie de dire lecteur du monde entier. Quand vous voyez quelqu'un qui lit du manga dans le RER ou dans le métro ou dans le Transilien ou je sais pas comment c'est en province, allez les voir, ça fait trop plaisir de parler manga comme ça. Ça fait trop parisien. Elle a dit monsieur. T'as de la chance. Mais c'est parce qu'elle aimait pas le passage de Naruto que tu lisais en fait. Non. En plus elle aimait bien Naruto, mais déjà elle m'a dit ça m'a rappelé mon enfance. T'as 20 ans, qu'est-ce que tu racontes ton enfance? Bon, j'étais dans le métro, j'avais pas le droit de l'agresser, donc j'ai pas pu. Finalement t'as discuté avec elle? Ouais, carrément. Tu lui as demandé son numéro? Pas du tout, elle avait 20 ans, c'était illégal. Non, c'est légal 20 ans. Pas dans le métro. Oui, c'est vrai, pas dans le... Oui, effectivement, le métro c'est 21. Chaque fois j'oublie. Elle, les années, elle ne les compte pas, mais chaque année on peut compter sur elle, c'est Julie. Salut Julie. Bonjour. Ah, t'étais en train de manger un truc, c'est ça, j'étais surprise. Bah, est-ce que tu peux nous décrire ce que t'étais en train de manger? Composition, forme, goût? Est-ce que c'est goût de melon? Est-ce que c'est un truc au goût de melon? Ouais. Non, c'est les pas Français les trucs veulent affreux que Cagnard nous fait goûter. Des chips au melon. Ouais, alors, piquant. Non, des sortes de curlis au melon pétillant. Ouais, sucré, ouais. Pétillant. C'est très voilà, bizarre. Des curlis sucrés, goût melon soda. Complètement soda. Japonais. On vous postera une petite photo. Moi j'adore, mais je suis le seul. Je pense que je vais finir le paquet, il y a moyen. Hashtag 5DC pour réagir sur les réseaux sociaux. Si vous aussi vous mangez des trucs japonais bizarres, n'hésitez pas à le partager. Allez, envoyez que à Maxime, il y a que lui que ça intéresse. J'adore ça. Surtout au raisin plus qu'au melon. Toi, c'est le melon, moi je suis très raisin. Ça a trop un goût de vinasse, j'aime c'est ça que j'adore. Hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga. Si vous voulez aussi partager au quotidien, on met pas mal de news, on passe pas mal de trucs. La dernière fois, on a eu quoi comme débat? On a eu un débat sur, pour une petite discussion, sur une librairie à Rennes qui a décidé de faire un corner manga français. Un corner manga français. On a eu des grosses discussions sur Kingdom aussi très récemment. Ah bah oui, avec l'actualité. Non mais oui voilà, bon, du coup on a plein de discussions tout le temps, n'hésitez pas à nous rejoindre, hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga, puis bien sûr on discute des émissions que vous n'avez pas eu beaucoup récemment. Pourquoi? Attention. Parce que les locaux qu'on utilise habituellement pour enregistrer ont été victimes d'un cambriolage. Non, rassure-toi Julie, on ne s'est rien fait voler. Ils ont pas volé les chips au melon. Ça va. Non, ça ils auraient pu les prendre. Hein. Ils ont pas volé les mangas non plus, et ils ont pas volé les micros. Quel bolos. Mais du coup, c'est à se demander pourquoi ils ont cambriolé. Mais oui, ça on sait pas, mais en tout cas ils ont fait des gros trous dans les murs. Du coup c'est un peu la galère. Ouais. Ils se sont fait une petite Casa del Papel en toute tranquillité. C'est ça, le Ocean's Eleven du manga. Mais nous c'est bon, on a rien eu, on est tranquille, on est peinard. On a rien eu mais on peut pas enregistrer là dans les locaux. Mais du coup oui c'est un peu plus galère quoi. Enfin si on peut enregistrer mais tout le monde profite de l'émission dans les bureaux d'à côté. C'est ça. Et nous on squatte chez les uns, chez les autres. C'est ça, puis nous on profite de ce que vous font. Vous pouvez profiter de l'ambiance du studio d'à côté mais... De toute façon maintenant toutes les prochaines émissions vont être enregistrées chez nous.
Là, vous êtes actuellement chez moi. Les prochaines émissions, on est chez Cagnard. Vous vous rendez compte, chez quelqu'un. Vous vous rendez compte, vous êtes un peu dans l'intimité de Cagnard dans cette émission. Ça ressemble à un yaourt dégueulasse. J'aime pas ça. Hein. Punaise. Oh, image mentale. T'inquiète pas Julie, t'inquiète pas. Merci, Tout va bien se Robin. passer. Tout va bien se passer pour vous aussi de l'autre côté si vous n'avez jamais lu ni Shaman King, ni One Piece, ni Hunter x Hunter, ni GTO, ni de Yaoi avec Cagnard, pas de panique. Salut. Vous pouvez commencer à tout moment parce que oui, ce sont tous, enfin sauf le Yaoi avec Cagnard, ce sont tous les quatre des indispensables du manga. Et tous ces mangas sont trouvables un peu partout aujourd'hui, même dans pas mal de bibliothèques, chez vos amis. Enfin, normalement, vous avez des solutions pour le lire, quelle que soit votre situation. Vous avez des solutions pour lire ces 4 mangas, tellement ils sont connus. Bah, ils sont commercialisés déjà. Oui, ils sont pas en arrêt de com. Déjà, premier exemple. Voilà. Mais ils sont, voilà, a priori, normalement, ces 4-là sont dans les Ils sont bibliothèques. disponibles facilement. Mais à l'heure actuelle, je pense qu'on peut même les trouver en bibliothèque. Oui, c'est ce que je viens de dire. Ah, pardon. J'écoutais que Robin, désolé. Alors, bon, lorsqu'on dit que tel ou tel titre est un indispensable du manga, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut pas forcément dire que ça doit être le kiff de votre vie. Un indispensable, ça doit pas être ton manga préféré obligatoirement. Ça, c'est plus subjectif, ça dépend de beaucoup de choses, à commencer par le contexte. Mais là, dans cette émission, il est question de ces 4 séries importantes, des séries qui ont 20 ans et qui ont toutes apporté quelque chose. Donc, ça veut dire qu'il faut au moins lire 3 ou 4 tomes de ces séries. Voilà, tout pour simplement. la culture générale. C'est ça, exactement. Voilà, la mise au point est faite. Parlons maintenant de ces 4 œuvres dont on célèbre l'anniversaire de plusieurs manières. Je vous propose donc de faire un point sur chacune. Et puis pour commencer, on va parler de Hunter x Hunter. Est-ce que tu peux nous faire le pitch, Robin ? Oui, moi je vais vous parler de Hunter parce que déjà c'est un de mes mangas préférés. Mais donc je vais vous raconter de quoi ça parle. On est t'écoute. sur un manga qui est fait par monsieur Yoshiro Togashi, prépublié dans le Shonen Jump, édité par Shueisha au Japon et Kana en France. On est à 35 tomes au Japon, toujours en cours. Premier chapitre publié le 3 mars 1998, ce sont les 20 ans. Et l'histoire, c'est celle de Gon, un garçon de 12 ans qui rêve de devenir un hunter, des aventuriers d'élite, parfois chasseurs de primes, archéologues, zoologues ou même justiciers ou cuisiniers ou ce que vous voulez. En tout cas, ce sont des experts de haut niveau dans leur domaine. Et le père de Gon, qu'il ne connaît pas et dont il ne se souvient pas, est considéré comme l'un des plus grands hunters de tous les temps. Et le but de Gon, ça va être de devenir hunter pour retrouver son papa. Alerte spoiler, il y arrive. Objectif simple et clair en tout cas et efficace. Shaman King, c'est dans les 4 probablement le moins connu en France. J'ai l'impression en tout cas. Dommage. Ah ouais. 32 volumes pour Shaman King, publié entre 1998 et 2004 dans le Shonen Jump au Japon, édité donc par Shueisha. Le manga est dispo en France également aux éditions Kana. En 2011, il y a eu aussi Shaman King 0 au Japon, Shaman King Flowers en 2012, toujours au Japon. Cette année, là en 2018, il y a encore préquels, séquels, dérivés qui arrivent au Japon. L'histoire continue. L'histoire, c'est celle donc de Manta, un collégien très ordinaire, en peut-être d'ampoule, qui un jour va se retrouver à devoir traverser un cimetière pour gagner du temps. Ça arrive à tout le monde. Et là, il tombe sur Yo. Yo, c'est un chaman, il peut voir les fantômes, il peut tout faire avec les fantômes, et il peut surtout fusionner avec ses esprits pour utiliser leurs compétences. Lui, son rêve, c'est de devenir le roi des chamans, celui qui possédera le fantôme ultime, le Great Spirit. Yo, il veut donc devenir le Shaman King, mais la route sera évidemment semée d'embûches, et puis pour devenir le roi des chamans, il faudra surtout rivaliser avec tous les autres et gagner le Shaman Fight, un tournoi qui a lieu seulement tous les 500 ans. Ouais, mais là c'est marrant parce que le tournoi est un peu la finalité. Oui, c'est vrai qu'il arrive tard. Il arrive très très tard dans l'histoire. Alors que d'habitude le tournoi il arrive un peu au milieu, tu vois. Même si dans Dragon Ball on aurait pu imaginer que c'était une finalité, finalement c'est juste un gros sort habituel. Et puis oui, c'est un running gag le tournoi. Puis même le terme de Shaman King, c'est pas du tout un objectif de Yo à la base. Non, oui, à la base non. Non. Finalement il va être amené à le faire, mais effectivement c'est pas non plus. Il a pas ce sang bouillant comme plein d'autres personnages peuvent. Il est Neketsu à sa manière. Il est cool, très très cool. On en reparlera après. Parlons de GTO pour ceux qui ne connaissent pas. Donc GTO, c'est Great Teacher Onizuka, signé par Toru Fujisawa, prépublié dans le Weekly Shonen Magazine de Kodansha. En France, c'est publié et édité par Pika Édition. Alors, GTO, c'est long. Paru initialement le 16 mai 1997, terminé depuis, ça fait 25 tomes. Mais avant
Il y a eu Young GTO de 91 à 96, Bad Company en 97, et après il y a eu GTO Shonen 14 Days en 2009, GTA en 2012, GTO Paradise Lost en 2013. Une liste évidemment non exhaustive. Compliqué. Putain, je pensais pas que c'était aussi vieux. Ça va devenir les Chevaliers du Zodiac. Young GTO, ouais, 1991. Non, mais en même temps, si ça colle avec l'ambiance du titre. C'est vrai. GTO, c'est quoi ? C'est l'histoire d'un professeur redresseur de tort. C'est l'histoire d'Eikichi Onizuka, 22 ans, célibataire et libre comme l'air. Il devient professeur malgré son passé douteux qu'on peut voir donc dans Young GTO et ses capacités limitées. Il est nommé pour son premier poste dans une classe difficile, celle où on n'a jamais envie d'être. C'est pour ça en général qu'on nous faisait prendre allemand LV1, c'est pour être dans une bonne classe. Eux, ils n'avaient pas cette bonne classe. Il montre très vite une vision décalée de l'enseignement, forcément, ouais. De par son passé. C'est des réactions anticonformistes, des réactions directes, souvent drôles. Des méthodes pédagogiques alternatives. À Montessori. C'est ça. C'est le premier prof Montessori de l'histoire. Ouais, déconcertant dans l'ensemble donc. Et durant ce manga, il va évoluer avec cette classe dont la spécialité c'est de faire craquer moralement leur prof en tentant lui de rallier peu à peu cette classe à sa cause et faire dire que c'est aussi un bon prof. Mm-hmm. Ça c'était pour GTO. Oui. Mais c'est vrai que c'était long. C'était long. C'est vrai que c'était long. On avait prévenu. One Piece c'est plus court, tu vois, par exemple. Oui, c'est vrai. Bah tout le monde connaît, non ? Qui ne connaît pas ? Moi je pense que One Piece tout le monde connaît. Prépublié le 22 juillet 1997 dans le Shonen Jump. Qu'est-ce que je faisais en 97 moi ? La Shueisha, 22 juillet 97, qu'est-ce que tu... Je sais pas ce que tu pouvais faire. C'est ton bac ? Non, bah non. Ah ok, d'accord. Je vois l'ambiance. Ça tape direct. Cagnard est un peu plus jeune que ça. C'est vrai, pardon. C'était pour me moquer. En France, on s'approche. Je venais de rentrer à la Sorbonne, lancer mon doctorat. Bref, One Piece est disponible aux éditions Glénat, c'est plus de 80 tomes, série toujours en cours évidemment. One Piece relate les aventures d'un équipage pirate ayant pour capitaine Monkey D. Luffy, dont le rêve est de devenir le roi des pirates depuis sa plus tendre enfance, mais pour l'être, il faut qu'il trouve un trésor, le trésor du seigneur des pirates exécuté il y a plus de 20 ans, le vieux Goldie Roger, et ce trésor s'appelle... One Piece. Bonne réponse. Yes. T'auras un point peut-être pour le quiz. Suce-boulette. On a fait le tour de ces 4 titres mythiques, 4 titres incontournables. Pour vous, personnellement, qu'est-ce qu'il en reste 20 ans après ? Des belles étagères. Pleine de livres. Plein d'ISBN. Plein d'ISBN. Des codes barres, tout ça, Robin. Moi, ça fait partie... Alors, je mets pas GTO dedans, mais les 3 autres séries sont 3 séries qui ont fait partie de mon adolescence et que j'ai beaucoup aimé. Et voilà, c'est des mangas importants pour moi. Cagnard. On va dire 4 séries que j'ai découvert à différents moments et qui m'ont toujours ouvert sur une autre porte du manga, on va dire. Donc c'est 3 étapes très différentes de mon passif de lecteur, parce que maintenant je lis plus, ça me fait chier. Mais tu vois, Pinocchio là. Typiquement Hunter, je me souviens que c'est le manga qui m'a remis au manga en fait, où j'avais un petit peu laissé tomber à un moment au collège après Fly tout ça. Et je me souviens, et je pense que je m'en souviendrai longtemps, de cet après-midi où je vais chez un pote pour jouer à Smash Bros Melee sur GameCube, tu vois. Ah, quel jeu. Et nous, on est venus pour ça. Et là, il y a 4 tomes de Hunter chez mon pote, et je me dis, attends, des mangas, c'est vrai que j'en lisais avant. Et en fait, on n'a pas joué à Smash Bros. Grosse claque. On a lu Hunter, il y avait 4 tomes, on les a lus. Du coup, chaque série pour moi, elle a vraiment une saveur particulière. Soit d'un titre qui m'a ramené au manga, dans le cas de GTO, d'un titre qui m'a amené sur une thématique dont je me serais jamais douté. One Piece, une thématique où je ne voulais pas le lire parce que c'était trop commercial. J'étais déjà un gros con à l'époque. Et j'étais là, non, je veux pas lire de titre commercial, mais qui m'a ouvert à ce truc-là de même commercial, ça peut être excellent en fait. Et toi, Julie ? Moi je me souviens que pour One Piece, je l'ai acheté à reculons parce qu'il n'était pas dans le sens de lecture japonais. Ah ouais, le premier d'édition à l'époque. Et je me disais, ils vont changer en cours de route, je le sais, je le sens, ça va flinguer ta collègue. Enfin bon, bref. Je me souviens que GTO, je l'ai changé avec les gens au lycée qui le lisaient aussi. C'était sympa. Et Shaman King, c'est mon coup de cœur, quoi. Et il sortait en même temps qu'Hunter. Donc voilà, c'était
Les premiers. La belle époque du manga. Ouais. C'était mieux avant. Tu les attendais, Un âge tu vois. d'or, T'étais quoi. content. Une forme d'âge d'or. T'étais allé chez ton libraire et puis tu faisais oui. Mais attends, ils sont imagine, là. dans encore 20 ans, on fera le tour, on dira One Punch Man, My Hero Academia. Ah bah oui. Il y en a qui Que découvrent ça reste-t-il maintenant. Ouais. Bien sûr. Mais d'une époque bénie de non-surproduction et il y Et avait de qu'à pas de se baisser surprise, en pour plus. tomber sur des bonnes C'est séries. ça. Il n'y avait parce pas de que- spoiler. Alors d'une, il n'y avait pas de spoiler, il y en avait beaucoup moins. One Piece, tu tombais C'était pas dessus. cher. C'est vrai aussi. Ça rappelle une époque où on achetait en francs. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'était les mangas qu'on achetait en francs. Voire en louis d'or pour certains. Et en ancien franc, évidemment. Rappelons qu'on était quand même, pour certains, au début des années 2000, donc l'euro était déjà là. Ah, ceux-là. Ouais, voilà. Pour faire un état des lieux, en tout cas sur le marché, je vais mettre Shaman King à part. Encore une fois, parce Comment que Ouais, c'est Shaman triste. King, c'est le seul titre qui n'est plus réédité aujourd'hui, qui n'a jamais eu sa véritable fin en France, dont les spin-offs et dérivés ne sont pas publiés non plus. C'est vrai. C'est triste. J'ai envie de le mettre un petit peu à part et j'ai l'impression qu'on c'est celui qui est oublié de ces Mais quatre-là. il est à part. Alors qu'Hiroyuki Takei est venu en France, il est venu à Angoulême, il a eu un prix. Ouais. Je sais pas ce qui s'est passé avec ce titre sur le marché français. Je parle vraiment du marché en lui-même économiquement. Pourquoi ça a pas pris? Pourquoi il y a eu ça un a pris, hein. Oui, pourquoi ça a pas oui, pris? c'est Ça quand a même un pris, shonen. Non mais pourquoi c'est pas resté dans les mémoires comme les autres? Bah, je pense que ce que tu disais, le fait qu'on ait eu une fin frustrante et pas une vraie fin en fait, quoi, ça a clairement nui à son histoire, quoi. Ouais. On parle quand même d'une série de 30 tomes, tu vois, donc une série quand même Ouais. 32 au Ouais, long mais- cours, où on a été stoppé en cours et sans aucune promesse d'avoir une suite. Alors que mais t'as raison de le mettre à part, parce que si on regarde les trois autres ont de l'actualité. Alors maintenant, Shaman King en a de l'actualité. Mais pas en France. Ah, au Japon. Ouais. Ah, mais toujours Au pas. Japon. Non, toujours Et, pas en France. et en plus, je trouve que cette fin avortée, entre guillemets, elle est arrivée à une époque où on n'était pas aussi informé sur ce qui se passait. Et donc, toi, en tant que lecteur français, tu pouvais te dire que C'était nul. c'était. Bah, Tu disais, mais en fait, il y aura une fin ou ou c'est la fin ou il y aura une suite. Ouais, Enfin, moi, je c'était me un peu rappelle très bien que décevant, c'était ouais. pas clair. Je savais Oui. pas vraiment si c'était parce la que fin. ça correspond aussi au début d'Internet et de Internet au haut débit. Ouais. Donc on entendait Internet au parler haut débit. La Oui, pardon. DSL. La DSL. Non, mais Va chercher. on entendait parler de ces chapitres qui étaient censés finir le manga, mais nous on n'avait aucun moyen de les trouver Ouais. parce que Ouais. à l'époque, enfin en tout cas moi j'arrivais pas à les trouver. Donc ça tenait limite un peu de la légende urbaine de Ouais. est-ce qu'il y a une fin, est-ce qu'il n'y a pas de fin. Et aujourd'hui, est-ce que vous imaginez que l'éditeur puisse faire une réédition? Il y en a au Japon des rééditions de Shaman King. Mais ce serait bien. Hein. Mais est-ce que vous imaginez un potentiel commercial? C'est chaud. Pas Avec toute votre réflexion, votre expérience personnelle à chacun, vous imaginez? Bah, moi, ce que Vous j'aime, mettriez une petite pièce ou pas? Je pense que ce qui différencie vraiment le titre de tous les autres qu'on a cités, c'est que Io, il est pas du tout Neketsu, quoi. Mais vraiment pas pour un rond. Donc, est-ce que c'est ça qui plaît? Parce que finalement, on n'a que des héros mais formatés. Et est-ce que dans le paysage éditorial surchargé aujourd'hui, il y aurait une petite place pour une réédition? Ouais, mais comme c'est dit, devenu vintage. comme dit Julie, au moins t'as un héros qui se démarque un peu. C'est ça, peut être aussi. Et le style aussi, une et façon. du coup. Puis nous, ça nous a plu, donc. Et tu puis vois, c'est un anniversaire, on fête les 20 ans de GTO. Pika a refait une nouvelle, la Ouais, mais 70e réédition de Onizuka, c'est pas GTO. pareil, quoi. Et c'est 25 tomes et il continue. Et les autres séries, Mais GTO, les autres GTO continuent. Ouais. Il continue même d'éditer les autres sous-séries de Toru Mais Fujisawa. GTO, il y a eu la série animée qui a été diffusée et tout Ouais. aussi. Et ça, qui a ça bien vachement- en plus, c'était sur fonctionné, Canal Plus ouais, et tout. c'était sur sur Canal. À l'époque, ouais. Et donc c'est quand même voilà une grosse. Alors que une grosse pour moi chaîne, c'était le scandale, hein. La série s'arrêtait limite au meilleur moment de GTO. Mais n'empêche que ça a vachement participé à faire connaître cette série du public français, quoi. Et 20 ans après, tu penses que c'est seulement ce petit ingrédient de série qui fait que l'éditeur fait le choix de les rééditer, et puis le bon choix, puisque ça marche économiquement en plus. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs dans le cas de Shaman King. C'est que ça a été une série qui a été porteuse pendant un long moment, et c'est pour ça qu'on la connaît. Mais il y a différents trucs. Si tu veux la ressortir maintenant, comment tu te débrouilles pour lancer une série où t'annonces déjà de base il y a 30 tomes? Parce qu'il y a maintenant, à l'heure actuelle, il y a un vrai état d'esprit de dire moi les séries longues ça m'intéresse pas. Tu fais comme la réédition de 30 Solitaire, tomes. et tu t'achètes l'édition tome double ou tome Mais triple. Et là c'est le deuxième point. On parle de Shueisha. Oh. Donc qu'est-ce qui se passe
au niveau des tractations entre Shueisha et Kana, on n'en a aucune idée, mais je peux pas imaginer que Kana refuse de le faire. Je peux clairement pas imaginer. Par contre, combien ça va leur coûter, ça c'est différent. Non, oui, ou quelles sont les exigences de l'auteur, parce que c'est quand même un fleuron de leur catalogue. Ils pourraient très bien faire une perfect, une pseudo-perfect, une nouvelle traduction, une nouvelle maquette. Surtout qu'ils sont contents et qu'ils se sont fait plaisir avec différentes éditions qui sont très belles. Moi je vois la réédition de Monster, elle est magnifique. La Black Edition qui était une édition qui était faite par un éditeur allemand que eux ont récupéré après. Pareil, ils sont pas contre. Ils sont complètement motivés. C'est pour ça que j'ai du mal à me. Moi, je pense qu'il y a un truc. Je sais pas comment ça se passe chez Shueisha, mais je pense qu'il y a un truc de saloperie de. Ils attendent peut-être une actu Shaman King. Peut-être. Forte. Bon, en tout cas, j'ai rien entendu. Là, en tout cas, il y a du Shaman King 0, il y a de la suite là au Japon en ce moment. Peut-être que ça peut relancer. Ou pourquoi pas un autre format. Regarde sur One Piece qui est toujours en cours. Il y a déjà une édition format maxi, enfin format bottin, comme les magazines de prépub. Alors c'est une édition à part, bien sûr, mais malgré tout c'est quand même une proposition différente de One Piece, alors qu'il est toujours en cours. Et là aussi on est avec Shueisha, ou peut-être que il y a quelque chose, je sais pas. C'est les grosses feuilles de cannabis. Il y a un truc. Ça passe pas très bien. Il y a un truc dans l'air de toute façon qui traîne depuis très longtemps que moi je m'explique toujours pas. De ce truc de une série longue ça me fait chier, alors que la série longue c'est limite le principe même du shonen. Et que le numéro 1 des ventes tout confondu, c'est la série la plus longue qu'on a en France. Et encore, tu dis le numéro 1, mais je pense qu'on peut établir ça au top 10, tu vois, des meilleures ventes. Ça reste des séries longues, mais il y a un truc, je pense, j'imagine que, on va dire, c'est une vieille série, donc ceux qui l'ont déjà acheté, ils vont pas la racheter. Les nouveaux lecteurs, je suis pas sûr que ça les intéresse, alors que moi je reste persuadé que son design, il est hyper moderne, il était moderne à l'époque, et il se différencie encore de ce qui se fait maintenant. Mais je pense qu'il y a un truc un peu je pense que Kana pourrait le faire d'ailleurs avec plusieurs autres séries qui ont fait le fleuron de leur période vraiment dorée, mais que c'est compliqué. C'est chaud à dire ça. De quoi? Ça fait un peu genre avant c'était bien. Non, c'est juste qu'ils sont effectivement là si tu regardes les 2 dernières années par rapport aux 15 d'avant, forcément ils ont pas tous les ans des Inoue et des Takei. Je pense qu'on en serait au même problème si tu me parlais de Kyo, tu vois. Si tu me disais pourquoi ils sortent pas une nouvelle version de Samurai Deeper Kyo maintenant. Il y a déjà eu 2 versions, tu vois. Il y a déjà eu, mais du coup, t'es là, t'annonces une série de 30 tomes alors que tout le monde, et quand je dis tout le monde, moi je sais que c'est, je reste intimement persuadé que c'est pas vrai. Il a pas fait d'artbook, non? Est-ce qu'il a l'auteur de Shaman King? Je sais pas. Peut-être au Japon, mais je sais rien vu passer en France, mais parce que ce serait beau. Les couves étaient super. Et sa dernière série sortie en France, sa dernière vraie série sortie en France, truc avec Stan Lee, là. C'était une série avec Stan Lee, Ultimo, qui a pas eu un énorme succès non plus, mais qui a eu un succès d'estime. Et qui était c'était une repompe de Shaman King. Oui. Moi j'ai beaucoup aimé. Et il a fait un manga dont j'ai oublié le nom, mais qui était horriblement naze. C'est le truc imprononçable. Avec un nom imprononçable, tout à fait. Je vois ce que tu parles. C'était illisible. Mais bref, c'est vrai que comme disait Cagnard, c'est une série qui a toutes les qualités pour plaire à un nouveau public. Donc c'est vrai que c'est étonnant que. Et à côté de ça, t'as Hunter x Hunter aussi qui continue, qui fait son petit bout de chemin. Après Hunter, c'est pas fini, donc c'est. Et qui est pas fini, ouais. Je pense qu'on arrive à un moment éditorialement parlant en termes de marché, je pense qu'on arrive à un problème compliqué du patrimoine, parce que Shaman King n'est pas la seule série qui souffre un peu comme ça de nouveaux lecteurs qui ne sont pas au courant. Ouais, mais quand tu vois les chiffres de ces séries patrimoine, des ventes, des rééditions, c'est faible. Oui, mais mais c'est ça. Mais de quel patrimoine on parle aussi, parce que on parle du patrimoine shonen, je veux dire, du patrimoine shonen. Oui, Tezuka, tu pensais à Tezuka. Bah oui, Washita Nojo et tout ça, tu vois. Là, on est sur du patrimoine, mais que les lecteurs connaissent pas déjà à la base. Oui, mais alors ça, j'ai envie de te dire, au Japon, c'est pire, parce que tout ce qui est passé entre ces grands auteurs qui ont fait le manga moderne et on va dire maintenant la nouvelle génération, l'heure actuelle. On va dire donc le début de Naruto, Bleach, One Piece et donc Shaman King. Tout ce qui s'est passé entre,
je pense que c'est un peu en train de disparaître. Enfin, moi, j'avais des titres. Quand j'arrivais en librairie, je disais j'ai beaucoup aimé ça. C'était il y a 5 ans, mademoiselle. Faut aller voir chez les bouquinistes et tout. Ah merde. Et donc, c'est vrai. Il y a une consommation frénétique. Voilà. Quoi, donc, et ça tient énormément du marché. Et quand je parle du marché, je parle des étalages en librairie. Où le manga est malheureusement un genre où le patrimoine a du mal à s'imposer tellement il y a de nouveautés, tellement il y a de nouveaux titres. Enfin, et quand je dis patrimoine, encore une fois, je parle du patrimoine shonen. Hein. Il y a tellement de nouveautés tout le temps que pour moi, ça serait évident que dans ta librairie manga, tu dois avoir tous les Shaman King. Mais en fait, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Ça doit être compliqué, c'est un vrai choix. Certains ont fait le choix, par exemple, il y avait une librairie qu'on fréquentait du côté de Lille, ils avaient tous les Hikaru no Go, sauf ceux qui manquaient. Mais c'était un vrai choix, voilà. Ouais, c'est un choix, après, ils voulaient l'avoir. En fait, soit t'es sur de la politique de réimp permanente, soit t'es sur vraiment je rééditorialise, enfin je remets en place mon patrimoine, et du coup, qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je fais des éditions augmentées avec un appareil critique ou j'en sais rien, tu vois, genre ou des cahiers ou du cahier graphique. Mais il y a deux soucis entre la réimpression et la réédition, c'est-à-dire que la réédition, donc c'est un nouveau coût bien sûr pour la maison d'édition. La réédition, il faut racheter à nouveau des droits, refaire probablement une passe sur la traduction, refaire une passe par le graphique, et ainsi du coup de suite. tu dis quitte à payer, à repayer, autant. Oui, voilà, tu refais une passe totale, mais tu bénéficies d'une nouvelle mise en avant de la part de tes commerciaux, de tes représentants. Encore, si les libraires veulent bien jouer le jeu, ça veut pas dire qu'ils vont le jouer. Mais techniquement, tu rebénéficies d'une mise en avant. Alors que si tu fais seulement une réimpression, tu n'auras zéro mise en avant, parce que le libraire ne sait même pas. Enfin, sauf si le libraire fait l'effort de se tenir au courant, mais ni le libraire ni le lecteur est au courant qu'il y a une réimpression. Mais ça, tu vois, c'est un esprit français de penser patrimoine. Je pense que ça n'existe pas ailleurs. Non, mais c'est vrai. La culture, part ailleurs, dans tout le monde, c'est sacré. Personne fait le patrimoine. Ce qui est édité, c'est important. On garde une trace de tout. Mais je pense qu'il y a des pays, enfin le Japon, je pense que la culture manga, c'est un truc d'expert et qu'il y a des titres qui, très vite, passent complètement à la trappe. De toute façon, là, à l'heure actuelle, on est en train de vivre une époque de patrimoine avec Tezuka et compagnie, où là maintenant ils commencent à avoir leur lettre de noblesse. Oh là là. Bah du coup, chronologiquement, faut qu'on attende quoi. Oui, mais la différence, c'est que ces œuvres-là de Tezuka, en tant que public français, tu y as peu eu accès avant en fait quoi. Là, ça dépend. Il y en avait. Oui, non, il y en a eu, mais tu vois là, Shaman King, on est sur une série. Bon, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Shaman King, mais on est sur une série qui a marqué le public français, qui a quand même cartonné en France. Bah le public français, mais qui, tu vois, qui ? Nous. Bah ouais, mais c'est quand même mais c'est quand même un carton, ça a quand même été un carton. C'était un carton, mais pour de vrai, quand j'en parle autour de moi des jeunes lecteurs, voire des lecteurs pas si jeunes que ça, ils connaissent pas. Je peux pas leur reprocher ça, parce que nous à l'époque on se contentait d'aller voir en librairie ce qui sortait et ça sortait. Maintenant t'as 10 fois plus de mangas, et en plus si tu pars du principe qu'on parle de jeunes lecteurs, bah forcément ils vont vouloir lire les trucs à la mode, les trucs qui fonctionnent, les My Hero, les One Punch Man. Tu vas leur dire vas-y, va te faire 32 tomes de Shaman King, tu vas être tout seul à kiffer. Va à la bibliothèque municipale, ils y sont tous. Mais en vrai, je pense que ça c'est très bien. Oui, on est à une époque un peu problématique. À l'époque, il y avait peut-être pas assez de visibilité, et maintenant il y a trop de visibilité. Du coup, on est dans un entre-deux, quoi. À ce moment-là, dans ce cas-là, qui seraient les héritiers de ces mangas-là ? Est-ce qu'aujourd'hui il y aurait un héritier de Shaman King ? Non. Je pense que déjà Shaman King à la base c'est un héritier lui-même. Pour moi c'est un héritier de Jojo direct avec c'est quoi, c'est les stamps, c'est les stands. Les stands et je pense qu'à la limite ce qu'on peut retirer de Shaman King, ça se tient plus dans les trucs jeunesse. Tu vois, je pense à Yokai Watch. Mais c'est tellement dans le design, c'est pur. ouais, c'est vrai. Et dans l'utilisation, tu vois, l'utilisation de fantômes, où je pense que Pokémon quelque part est quelque part un descendant, mais du coup qui a un ton absolument hors sujet avec Shaman Pokémon, King. c'était déjà à l'époque. Oui, je pense que ça existait. Oui, mais enfin moi c'est plus là-dedans que je vois ces titres, parce que en adulte, je vois pas de titres où on utilise des fantômes comme ça beaucoup. Tu vois, là à l'heure actuelle. Dans le shonen et tout, j'en vois pas. Bah c'était marrant parce qu'il y avait Bleach en même temps. Ah mais il y a pas de fantômes dans Bleach, c'est eux qui se battent. Il y a pas une fusion. On a un fantôme. En fait, j'en vois pas.
si ce n'est dans la jeunesse. Mais c'était super spirituel. Black Torch, c'est un peu ça, non? Vraiment. Ah ouais. Oui, Black Torch, il a la un version esprit de ultime. chat. Black Torch serait le plus héritier. Non, mais c'est vrai qu'après, il y a Blue Exorcist. Et Blue Exorcist, moi je voyais un petit peu dans l'esprit. Non, il n'utilise pas de fantôme, mais je lui trouve un esprit. Je lui trouve un esprit, c'est drôle. Un côté Shaman King, ouais. Un petit peu. C'est vrai, ouais. Parce qu'ils ont un peu le même caractère, quoi. Ils ont pas trop d'ambition. Non, c'est vrai. Un héritier il est beaucoup plus Neketsu quand même dans Black Torch. Un héritier de Toru Fujisawa, un héritier de GTO, vous en imaginez un? À part lui-même. Il est encore là, quoi. De toute façon, c'est vrai que parmi les 4 que tu as cités, elle est tellement à part cette série sur. Moi, je pensais, est-ce que ça serait pas le plus héritier, si vraiment faut en chercher un, tu vois, en fouillant, ça serait pas Assassination Classroom? Si. On a un prof pas comme les autres, on a une classe de losers. On a le côté geek, on a pas mal de choses qui. Alors, le concept est pas le même, mais non, mais en vrai, si, le concept. Non, mais je pense que GTO il a placé des jalons sur la façon de décrire le quotidien au Japon et tu vois s'emparer d'un quotidien et en faire un décor de manga, que ce soit l'école, les salles d'arcade, tu vois une photographie du Japon de cette époque. Les vieilles pioles de mecs célibataires. Non mais tu vois, il a vraiment pris quelque chose de très banal qui est donc la vie du la vie du Japon et il en a fait un décor de manga. Il y avait tout le côté descendre dans les clubs, les trucs comme ça aussi. Ouais, puis t'avais plein de facettes, quoi. T'avais même les ça respirait les années 90. Le truc de Loubar avec les motards et tout. Enfin, tu vois, il y a toute. C'est le Almodovar japonais, tu vois. Ouais, là, tu t'es lancé, là, quand même. Là, tu t'es lancé. Mais bon. J'aime bien l'idée. Moi, j'aurais dit, c'est l'esprit rebelle du manga, à la limite. J'aurais pas dit Almodovar. Mais si, parce qu'Almodovar, il est connu pour la Movida, tu vois, pour être celui qui a incarné le renouveau. Non, Almodovar, il est connu pour faire des trucs pour tous les gens qui ont des problèmes avec leur maman. C'est ça. Et il faut qu'il y ait des séropositifs. Oui, voilà. S'il y a du sida, un problème avec une maman, bon, bah, c'est Almodovar. Oui, et à Onizuka, si t'as des problèmes avec tes parents, que t'es lycéen et que t'as des problèmes avec des mafieux, boum. Oui, mais il y a un truc beaucoup plus burlesque. Enfin, oui, tu remarques heureusement, c'est léger. Il y a pas de sida aussi. Mais il est là, moi c'est complètement les années 90, quoi. Mais moi je suis d'accord pour Assassination Classroom dans le sens où au final le pitch de l'Assassination Classroom c'est le même que GTO parce qu'on parle du mal-être de la jeunesse japonaise, sauf qu'on a rajouté un petit effet fantastique dedans avec Kuro Sensei qui est un extraterrestre et qui va détruire la Terre, mais en vrai c'est les mêmes thématiques qui sont abordées, c'est le mal-être de la jeunesse, donc une des thématiques du shonen, quoi. Non, et avec la suite de Assassination Classroom, pour ceux qui ont lu jusqu'au bout, le tome là arrive pour le mois de juillet, le dernier tome, l'ultime. En plus, ça couvre d'autres thématiques. Oui. Chères à la science-fiction, chères à pas mal de choses qu'on n'a pas forcément dans GTO. Et en plus, dans Assassination Classroom, je trouve qu'il y a un autre truc qui ressemble beaucoup à GTO, c'est le côté crade. Complètement. Parce que de toute façon, si c'était Neuro le Mange Mystère, sa série précédente, où il y avait déjà un côté horreur, gore et compagnie. Et dans Assassination Classroom, il y a aussi un petit peu ça. Et dans GTO, les trucs avec les cafards et tout. Enfin, il aime le pipi caca. Ça faisait partie de son truc. Mais réaliste, tu vois, c'est pas comme Dr. Slump, quoi. Si on cherchait un héritier de Hunter x Hunter, c'est compliqué aujourd'hui, puisqu'en plus il change de genre à chaque arc. Mais moi, il y a deux mangas, mais qui ressemblent à une partie de Hunter, mais par leur dialogue et leur plan. The Promised Neverland, je lui trouve un petit côté Hunter x Hunter. Moi, pas du tout, mais je peux comprendre. Dans le développement, dans le développement et les dialogues. Ça pourrait être un arc à part, tu vois. Ouais, mais c'est ça. En fait, ils sont enfermés dans un truc. Mais en fait, c'est ça. Et du coup, dans le même sens, là aussi sur ces plans et certains dessins aussi. J'ai oublié le nom, le couvent des damnés. Le couvent des damnés, il y a aussi un petit peu, mais sur la fin, pas tout le début du manga. Je pense que ce que Togashi il a réussi dans Hunter, c'est prouver que tu peux mettre de la noirceur et vraiment, tu vois, assumer complètement un côté très 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 dark dans une œuvre shonen, mais dès le début en fait, franchement, enfin dès le premier examen des Hunter, t'as Hisoka qui arrive et là tu fais ah bah oui d'accord, donc en fait c'est un shonen où il y a des personnages qui sont des sociopathes et faut pas se fier à la couverture.
l'aventure. Et cette noirceur, tu la retrouves aussi au début de Promise Neverland, j'ai l'impression en tout cas. Pas du tout, pas du tout. Tu en trouves une. Non, mais alors oui, il y a de la noirceur, mais pas du tout au même niveau. En fait, tu la trouves dans pas mal de shonen récents. De toute façon, on en avait déjà parlé de ce côté. Ouais, où ça devient un peu seinen. Ouais, voilà, Moi, limite, je peux penser à l'Attaque des Titans, tu vois. Dans l'idée de on est sur le shonen, mais dès le tome 1, c'est ça. Je pense que c'est ça, il a décomplexé une génération de mangaka en leur disant bah ouais, si, en fait, on peut parler de trucs super trash dans un truc qui est calibré shonen. Mais c'est dur, hein. Mais voilà, c'est très dur. Ah bah d'en trouver un, mais là maintenant, imagine, cherche l'héritier de One Piece. Mais il y en a pas. J'ai aucune idée. Bah c'est n'importe quel shonen qui sort maintenant. Pour moi c'est. Ils voudraient tous faire du One Piece. C'est Fairy Tail, tu vois. Fairy Tail, il était. Pour le côté, mais en même temps, l'auteur de Shaman King est là-dedans aussi pour le trait arrondi. Je pense qu'ils ont apporté ça à un trait un peu arrondi. Non, Shaman King, c'était encore un peu différent. Non, Shaman King c'était différent parce qu'il avait un trait très comics en même temps. Et ce côté surchargé aussi, j'ai du mal à le voir ailleurs. Oui, parce que Shaman King il est vachement dans l'épure aussi quand même, tu vois. Oui. Alors que Oda il arrive à faire des planches surchargées à mort, mais on comprend tout. C'est super généreux. Je suis pas d'accord sur qu'on Moi non plus. On comprenait tout, on comprend moins en moins. Il est très généreux. Voilà, il en donne beaucoup. Mais je pense qu'un jour il va te dire que il tout ça, faut faire le format supérieur, tu vois. Il va arrêter de les éditer en format poche. Il va dire non, maintenant c'est plus possible. Il me faut plus de place. Mais je pense qu'il a aussi Oda dans One Piece, il a au niveau du design aussi, je pense qu'il a pareil décomplexé plein de trucs sur le fait de pouvoir mettre en scène des personnages. Se faire chier à utiliser des trames. Mais je mets un mec, ou alors je mets un mec, il a un visage énorme, mais c'est pas grave, il est quand même cool, tu vois. Et du coup, tu vois, créer toute une diversité et toute une galerie de personnages. Pas dans le dernier arc, mais dans celui d'avant, il y avait une vieille comme ça avec une horrible visage. Et je pense qu'il y a pas mal de shonen qui du coup se disent bah ouais, on peut faire ça en fait. J'ai fait des petites recherches parce que je prépare des fois un petit peu. J'ai cherché qui a eu qui en maître, enfin de qui a été assistant de qui. Déjà si t'as réussi à trouver, c'est bien. Au who's who du manga. Toru Fujisawa, donc il a été son sensei c'était Tatsuya Egawa, auteur de Talulu le magicien et du fameux Golden Boy. Là sur Golden Boy on était aussi très on comprend déshabillés. certaines références. Dès le début il a pu s'entraîner il y a aussi un petit peu de pratiquer la plastique féminine. Le gars qui faisait 4 size pardon. Ojo, voilà. Non. Alors il a pas été son en tout cas c'est pas mais le côté réaliste, tu vois ce que je veux dire. Il y a peut-être un truc comme ça. Et son assistant ça a été Rando Ayamine, le dessinateur et le créateur de Get Bakers. Oui. Sur le graphisme, ça m'étonne pas. Sur au-delà du graphisme, sur le style des persos, le style vestimentaire. Et là, effectivement, je trouve qu'il y a un petit truc. Et celui qui était l'assistant de Rando Ayamine, qui était un de ses collègues d'école, c'est Atsushi Okubo. Toujours pareil, le style vestimentaire, c'est des victimes de la mode. Ils étaient ensemble à l'école avec Atsushi Okubo, qui sera du coup à Japan Expo cette année, qu'on va pouvoir rencontrer de loin. Pour ceux qui seront là. Parce que il y a un meet and greet, mais voilà, mais on pourra. J'ai pas prévu de boire une bière avec lui en tout cas. Mais oui, alors ça serait trop cool de boire. Je suis sûr qu'il kifferait boire une bière avec nous. Mais toi, tu l'as déjà interviewé? Moi, je l'ai interviewé en 2009. Et vous avez mangé des bonbons? Ouais. C'était trop bien. Mec, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? On s'est échangé des bonbons. Il en avait sur lui, j'en avais sur moi. Il y avait des trucs melon chelou et raisin. Et je pense que c'est à cause de lui, ma passion pour le raisin. Eiichiro Oda, donc son sensei c'était Nobuhiro Watsuki. Oui. Prison. Rest in peace. Prison. Pardon. L'auteur de Kenshin, évidemment. Qui devait reprendre d'ailleurs aussi, mais qui reprend. Parce qu'ils ont dit que c'était pas grave, qu'ils allaient reprendre. On va fermer la parenthèse parce que c'est touchy quand même. Il faut séparer l'œuvre de l'homme. Tout à fait, puisque avec lui, en tant qu'assistant, il y avait un certain Shimabukuro, auteur de Toriko, qui a fait une autre œuvre avant Toriko, qu'on ne connaît pas parce qu'il l'a arrêté, parce qu'il a dû aller pas loin de la prison. Lui aussi pour les mêmes raisons. Ah bah putain. Mon Dieu. Il y avait un clan, son meilleur pote aussi, un certain Kishimoto, enfin un de ses meilleurs amis dans le milieu. Obscur auteur. Dans une obscure série. C'est un petit enfant avec les cheveux jaunes, tu sais, qui veut toujours se battre. Oui, fais-vous battre. C'est ça. Oui, j'ai lu. Hiroyuki Takei, donc, lui son sensei c'était aussi Nobuhiro Watsuki. Encore Kenshin le Vagabond, toujours. Bon bah chaud les gars. Obata aussi a été l'assistant de Watsuki. Eh bah dis donc. Ils sont tous passés par la case prison. Non, ils sont tous passés par la case assistant sur Kenshin. C'est ouf, hein.
il connaissait du monde. Après Kenshin, Takei, Oda. Kenshin, ça reste Kenshin. Hein. Je veux dire, tu te rends compte que c'était vraiment le maxi carton. À l'époque, ouais, non, mais oui, c'était fou. Et puis pour Togashi, bon, c'est lui, il s'en fout. Il est sorti de l'espace, il a pondu son premier truc. Son naine de création. Il était assistant de lui-même. Il se crée des assistants avec du naine, tu vois. C'est ça. Même si je crois me souvenir avoir lu qu'il était assistant du mec de Jojo. Mais j'ai aucune preuve. Ce serait pas si étonnant que ça finalement. Oui, ce serait pas si étonnant. Je me souviens l'avoir vu ou lu quelque part. Mais en fait, c'est peut-être le personnage d'Hisoka qui te fait penser à ça, parce que c'est clairement un hommage. Non, c'est que je l'ai vu quelque part. Mais j'aurais pas la preuve. C'est pas moi qui me le suis imaginé tout ça. Mais en revanche, sa femme, c'est Madame Takeuchi, Madame Sailor Moon. Madame, j'en branle plus une. Pardon, madame, je m'en branle, je suis millionnaire. Oui, voilà. Ouais, c'est plutôt ça. Mais... Et je m'en fous, c'est moi qui paye le plus d'impôts dans tout le Japon. Ah bon, finalement en fait, à un moment donné, elle était dans le top 10, ils étaient quelques-uns. Entre elle et son mari. Ouais, je pense que ça va. Est-ce que ça serait pas un peu les Balkany du manga? C'est atroce. Bon, lui, il avait quand même un peu plus de soucis. Ils ont fait des choses, les Balkany. Problème de grand argent. Voilà. Ils ont des belles villas, tout ça. Bon. Voilà, ça c'était mon petit, mes petites recherches sur le point assistant et le point sensei. Où effectivement là on a du mal à la voir. moitié doivent aller en prison du coup. Mais c'est cool de savoir qu'on peut être un pédophile et un bon sensei en fait. C'est clair. C'est affreux. Je n'ai rien entendu. Alors plutôt que ça laisse de l'espoir quoi. Plutôt qu'en rire, je vous laisse regarder sur internet. Il y a énormément d'articles. Nous on n'a pas fait regardez pas trop de trucs sur internet. Mais vous pouvez regarder les articles sur Nobuhiro Watsuki et les soucis qu'il a eu. L'auteur donc de Kenshin le Vagabond. Les soucis qu'il a eu, il a eu l'amende quoi. Oui, mais c'est parce qu'en fait c'est plus long. C'est comme on va pas expliquer là maintenant. On lui a tapé les doigts. On lui a dit quand même. Bien. Attention. Mais si tu peux continuer à faire des trucs de samouraï. On vous laisse regarder exactement de quoi il s'agit. Moi j'ai une autre question. Est-ce que tous ces auteurs ont pu survivre à leur œuvre ou est-ce qu'ils vont pouvoir survivre à leur œuvre? Bah non. Togashi, je suis d'avis qu'il va mourir sur scène. C'est Dalida. Ouais, mais sachant qu'il a déjà prévu sa prochaine série, tu vois. Ouais, mais c'est Oda qui va mourir. Déjà qu'il finisse. Il va nous faire une Molière. Il va nous faire une Molière. Mais pourquoi Togashi? Non, mais c'est Oda. Laisse tomber. Est-ce que Oda pourra faire autre chose? Est-ce qu'il aura envie de faire autre chose? Et moi, il va mourir sur scène. Genre, il va laisser 5 tomes à faire à ses assistants. Bon, il a dû laisser des indications très précises. Il a probablement un testament qui est enterré sous un sapin auprès du mont Fuji. Il y a un truc, tu vois, c'est probable. Mais comment survivre à son œuvre quand on a fait un succès comme One Piece? Comment tu peux réussir à faire autre chose après, réfléchir à faire autre chose après? C'est autant impossible. de vacances. Je pense que dans tous les cas c'est plus intéressant de regarder dans le cas de l'auteur de Shaman King et de GTO, parce que Togashi et Oda ils ont pas fini leur série de toute façon, c'est encore en cours, et eux techniquement oui mais attends, comment Togashi il a fait déjà d'autres séries? Il a fait avant bien sûr. Alors il en a fait Oda, avant, mais du coup lui il a sorti Hunter, tu vois, ça a pris direct en fait. Hunter, je trouve ça plus intéressant de regarder dans le cas de Hunter, c'est un peu le mode expert quand même, tu vois. C'est le mode expert du shonen, on va dire. Expert de la violence et tout, mais je trouve ça plus intéressant de regarder dans le cas de Fujisawa, tu vois, qui a essayé, alors qui déjà GTO est une suite d'une de ses vieilles séries, mais bon c'est son perso, compagnie. Il a essayé de faire d'autres choses, ça a pas pris. Il est revenu à ça. Moi j'aime beaucoup GTO, j'étais en train de les relire il y a pas très longtemps. C'est compliqué en fait, hein. Déjà c'est compliqué de les relire avec le recul. En fait déjà dans GTO il y a plein de trucs qui sont scandaleux, mais vraiment tu vois en les relisant j'étais là genre non mais il parle de collégienne là quand même. T'as ton point moral qui te dit oula mais que tu grillais pas du tout, enfin que moi je grillais pas du tout avant, et là en les relisant je me suis dit mais c'est super chaud. Mais parce qu'en fait tu trouvais ça cool qu'un mec qui se fasse victimer puisse se venger, mais en fait c'est pas il bien. se venge les élèves. Déjà se venger c'est pas bien, donc il défend limite le directeur en mode genre on a le droit d'être des pervers une fois de temps en temps, non? Tu sais, genre putain mais c'est quoi ta morale? Bon bref, passé tout ça, et voilà, et quel renouvellement il a eu Fujisawa. Sa série actuelle c'est Paradise Lost, que du coup j'ai commencé à lire, et en fait là on est dans la caricature de Onizuka. On est moi pour moi ça tourne à vide là. J'ai lu
3 tomes, je crois. Et je trouvais que ça tournait à vide et qu'il avait même réussi à oublier des notions qu'il avait imposées déjà dans GTO, dans des trucs très fraternels, très il parlait avec le cœur et compagnie. Et là, en fait, ça tourne à vide. En fait, pour moi, personnellement. Vas-y, Julie. Je pensais qu'il allait l'accompagner jusqu'à la fin, tu vois. C'est un peu l'euthanasie de Onizuka. Ça serait bien déjà qu'il le fasse vieillir un peu, hein, parce que mine de rien, il a vraiment pas beaucoup vieilli. Mais ce que je veux dire, c'est que le monde il a changé autour de lui. Ouais, c'est ça. Tu vois, enfin, il est un peu ado attardé, mais le monde il a changé, donc il est plus en phase. Donc si, il est en phase. Il est en phase dans Paradise Lost. Il doit s'occuper d'une classe d'idols, tu vois. Donc c'est vraiment, on reste sur le truc de l'actualité. Ouais, mais c'est juste que effectivement le GTO qu'on a en tête du manga GTO, on a du mal à l'imaginer sortir un iPhone et aller sur internet, mater Netflix. Là, je sais qu'il le fait, mais il y a tous les éléments pop, on va dire, qui sont encore dans Paradise Lost. Mais on a du mal avec sa tronche de Yakuza de Yakuza geek célibataire. Ouais. C'est un mélange de ouf quand même. On a du mal à l'imaginer faire ça, tu vois. Enfin, et sans avoir vieilli en plus. Enfin, c'est ça qui est compliqué. T'as plein de séries animées, genre les Simpsons ou tout ça, où ça bouge pas et en fait ça bouge. Et en fait ça bouge en fonction des thématiques. Mais après, vas-y. Pardon. Après, cette histoire de créateurs qui survivent à leur œuvre ou qui arrivent à se renouveler et tout ça, ce qui est très compliqué dans le manga, c'est que t'as quand même affaire à des mecs qui sont sur une œuvre le nez dans le guidon pendant des années. Tu vois, genre un réalisateur, il va faire un chef-d'œuvre au cinéma, ça va lui prendre 1 an, 2 ans de sa vie, tu vois, il aura vécu le nez dans le guidon de sa création pendant. Ouais, mais attention, après il y a des créations maudites. Il y a des créations maudites. Oui, puis il y a surtout beaucoup de, il y a quelques réalisateurs qui ont l'idée de leur vie. Ils la font en premier film et ils arrivent jamais à la hauteur derrière. Ouais, mais c'est rare. C'est assez rare. En général, un grand cinéaste, il arrive toujours à faire un film derrière. Quand tu vois qu'un Spielberg sort maintenant un Ready Player One, le gars est encore dans l'air du temps. Je dis pas que c'est forcément un film qui est au niveau de ceux d'avant, mais tu vois, c'est au moins un mec qui est capable d'avancer, de faire et de proposer quelque chose. Alors qu'un mangaka, il est sur sa série depuis 10 ans, 15 ans. Il a pas arrêté, il a été le nez dans le guidon dedans et en plus ça a cartonné. Et après derrière ça s'arrête. T'imagines le contre-coup de ce que doit vivre Kishimoto là, tu vois, genre là il a fini de quoi il s'est nourri, tu vois, pendant ces années-là. Et qu'est-ce que je vais pouvoir proposer derrière? Ça fait juste 20 ans que je suis là-dessus. J'espère pour Kishimoto qu'il a un peu voyagé. Ouais, mais voilà, il a pris des petites mais tu vacances. vois, en fait c'est une réflexion. Déjà, c'est une problématique que beaucoup de créateurs ont dans plein de domaines différents, mais dans le cadre du manga, dans le cadre du manga, avec ce côté feuilletonnant des années, c'est d'autant plus difficile derrière d'arriver. Et de moi, j'en vois quelques-uns qui réussissent dans le manga à survivre et a priori à bien le vivre. Il y a des gens comme Obata. Obata, je trouve que ça va, il s'en sort, tu vois. Malgré tout, il a quand même lâché un Hikaru no Go, il a lâché un Death Note. Mashima, il a l'air de s'en sortir. Mashima, c'était mon prochain truc. Non, mais tu vois, il est au-dessus de tout ça. Non, mais le pire, c'est que du coup, on l'a croisé là au Festival d'Angoulême cette année. Il a l'air de kiffer la vie comme jamais. Urasawa aussi, c'est un mec qui est capable de... Urasawa, c'est pareil. Atsushi Okubo, donc là, j'ai hâte de le croiser, de l'apercevoir en tout cas sur Japan Expo, mais il a l'air d'être toujours à fond pareil. Et pourtant, Solitaire, c'était un chouette succès, tu vois. Typiquement, dans le cas de GTO de Fujisawa, je lisais en même temps, je relisais GTO et en même temps je lisais Paradise Lost. Il y a un truc en fait que j'avais complètement ostracisé dans le cas de GTO. Il y avait des plans qui étaient géniaux. Il prenait vraiment des risques de mise en scène. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à chaque fois Onizuka il va voir un de ses potes qui est policier. Oui. Mais qui est un policier complètement. Tout était le quotidien du flic là, comment c'est ça qui est dans toutes les arnaques et tout ça. Tous ces chapitres étaient faits à la première personne. Ce qui est un truc que tu vois quasi jamais en fait. Toutes ces scènes, Onizuka ne parle pas et tu vois que des trucs, tu vois à travers les yeux d'Onizuka. Il a arrêté ça, hein. Là dans Paradise Lost c'est dessiné techniquement très carré, tu vois, c'est un bon dessinateur, mais il n'y a plus aucune prise de risque même artistique en termes de mise en scène et tout. De mise en scène, il n'y a rien. Est-ce qu'il s'est pas lui-même auto-épuisé au bout d'un moment oui, sur son plan de travail, tu vois. T'es sur des mécaniques quoi. Je pense qu'un auteur qui a une bonne idée, quoi qu'il fasse, il refait tout le temps la même chose, même s'il change le décor, même s'il change les personnages, les valeurs ou les thèmes sont ça les après mêmes, les auteurs ont des obsessions, mais
mais ils sont quand même capables de. Oui, mais là, je pense que son obsession, c'est la jeunesse, c'est de rester jeune, quoi. Bah ça, c'était ma question suivante. À ce moment-là, quelles sont les obsessions de chacun de ces 4 auteurs? Quels sont leurs ingrédients, leur poudre magique qu'ils rajoutent, qui font que leur série, ça a été un succès? Pour Fujisawa, on va commencer par lui. C'est l'adolescence, ça serait seulement son. C'est un peu ce truc-là, son petit truc. Comment il s'appelle là? C'est Gus Van Sant version. Fujisawa, c'était à chaque fois Julienne nous trouve des. Et on parle de Fujisawa quand même. C'est très personnel comme. Pareil, il est un peu sur les thématiques ado, un peu sur la brèche, quoi. Enfin, moi, je pense qu'il a un truc où il a beaucoup parlé dessus, et que ça soit Young GTO ou que ça soit le GTO, et même 14 Days, que je trouve qu'une bonne série, c'est les laissés pour compte. Sa thématique, c'est les laissés pour compte, les mecs qui ont été mis au banc de la société. Le justicier, quoi. Et non, justement, pas du tout. Le justicier, c'est que ces mecs-là, qui ne sont pas adaptés à la société japonaise, ont aussi quelque chose à donner. Et de toute façon, c'est ce que raconte GTO. Oui, que ça soit Onizuka ou les élèves. C'est même ce que raconte le shonen en général. C'est toujours le héros, c'est toujours un personnage qui est en décalage par rapport à. Il y a une question effectivement d'évolution, de transcendance, mais dans lequel il évolue. Et... C'est vrai que sur GTO, il est souvent sur des personnages décalés ou des personnages qu'on rejette. Et des personnages à problème. Ouais, et puis je pense qu'il a su capter une époque aussi, tu vois. Et même sur ces Rose et Iprose ou ces Toko, etc. On était sur des personnages un peu ambivalents, un peu bizarres, qui, bon, alors lui, il transformait ça, il les intégrait dans des agences spéciales gouvernementales. Non, mais je pense que ça va faire plaisir à Johnny que je dis ça aussi, mais il y a un côté très cathartique dans GTO, c'est que, ce côté, le mec. La victime du lycée qui peut se venger enfin grâce à son prof, tu vois, genre le truc qui n'arrive jamais dans la vraie vie, tu vois. Et quand je dis justicier, je parle de Nizuka, parce que c'est la figure du justicier vis-à-vis de son élève qui est maltraité, vis-à-vis de la mère de famille qui est seule pour élever son enfant, et de lui-même en retour sur la vie, parce que là où il est parti, parce que des fois il se fait dans Young GTO, là où il arrive maintenant, et cathartique dans le mode sale aussi, quoi. C'est ça. Mais exactement, c'est vraiment, je te jure, cette séquence où Onizuka balance un petit non mais ça va d'être pervers, le truc c'est de pas être grillé. C'est c'est sûr que cette année ça fait un peu mal de relire ça, avec Weinstein et tout. L'ingrédient magique sur Shaman King, c'était quoi? C'était justement ce qu'on disait au tout début de l'émission, ce côté faut rester cool et zen. Côté anti-héros, ou en tout cas je pense que c'est ça, t'as un héros qui est en décalage avec les codes du shonen habituel, et le fait qu'il ait un but, parce qu'en fait tu disais que son but c'était de devenir Shaman King, mais en vrai c'est pas ça son but, c'est d'avoir une vie cool, quoi, et mais pour avoir une vie cool, et pour avoir une vie cool, en fait c'est ça, c'est un héros qui a un destin incroyable mais qui un peu lui tombe sur les épaules, tu vois, et lui c'est pas du tout son objectif, c'est pas de se transcender, lui c'est un devoir de se transcender, donc il y a un rapport aux responsabilités, mais lui son but est assez simple et assez mais c'est le plus mature, franchement, Yo, tous les héros. Il est très philosophe, tu vois. Yo, c'est un héros qui est très très philosophe. Tu parles à longueur de journée avec des mecs qui sont morts il y a 400 ans. Bon, oui, oui, c'est vrai. Ça aide, ouais. Je pense que il avait aussi ce côté qu'il a amené au dessin de fusion des genres. Où il y a du comics, mais comme Watsuki, mine de rien, dans Kenshin, il y a plein de persos qui apparaissent où t'es là genre mais c'est un X-Men là que t'as dessiné en fait. Oui, c'est vrai. Mais ça a été un des premiers mecs tu vois, dans Shaman King, l'un des premiers fantômes, c'est le fantôme de Bruce Lee. Tu vas un petit peu plus loin, il y a d'autres persos, tout se passe aux États-Unis, tout ce qui est Shaman Fight, ça se passe aux États-Unis. Mais ça, c'est oui, en plus il y a le truc sur la culture amérindienne. Il y a le truc et je pense que c'est un des premiers mangas. D'autres cultures, il y a les cultures Ainu. Oui, il y a les qui sont très importants. Il y a la culture méca à un moment, il y a un peu de tout. Il y a des Français, il y a des Anglais. Il y a la culture africaine, et je pense qu'il a vraiment bien su mélanger tout ça. Et moi, c'est le symbole d'un manga qui était ouvert, tu vois. Comme Tezuka, il s'intéressait à ce qu'il y avait en dehors du Japon. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est complètement perdu. C'est peut-être aussi pour ça que ça a été un des premiers mangaka, en tout cas sur une longue liste sans suite, mais à être primé à Angoulême, au festival Angoulême, tu vois. Par des auteurs étrangers. Que les gens pouvaient comprendre. Et je pense que dans Shaman King, il y avait un côté aussi très peut-être pas aussi noir que dans Hunter, mais un côté très quand même, tu vois,
dur et sérieux sur les enjeux. Il y avait un côté dur sur les dedans, enjeux, genre rien que le combat contre Faust, un des tout premiers C'était combats dans le affreux. cimetière. Il est gore, hein. T'as quand même, il prend Manta, il le dépiote, il l'ouvre, Il lui et enlève tout, sa peau, et après tu en fait vois. tu découvres les motivations de Faust et tu comprends pourquoi il est aussi dérangé Starbé. dans sa tête et tout. Et du coup tu vois il y a des enjeux qui sont beaucoup plus Mais c'était lourds beaucoup et plus- plus durs que dans le shonen habituel, je pense. Pardon, c'était beaucoup plus humain en fait. Parce qu'il partait du corps, il partait de choses organiques, tu vois. Vraiment. Et là, c'était. Enfin, maintenant, moi, je trouve que c'est tout spéculation. Comment croire qu'un mec qui est élastique peut apporter quelque chose. Excusez-moi. Hein. Je te ferai une transition, mais. C'est l'anti Luffy, quoi. Et encore une fois, les laissés pour compte. Les laissés pour compte, l'équipe de Yo, elle est composée c'est de des laissés handicapés, des mecs qui savent pas comment faire leur vie. Mais ça, on aime bien les losers qui gagnent de toute façon. Les losers Nous, magnifiques. Dans toutes les histoires, hein, pas forcément dans le manga. On cherchait juste tout à l'heure un manga qui pourrait être héritier de Shaman King. Je viens d'avoir une idée. C'est vrai que Shikigami, qui est sorti l'an dernier, carrément, est totalement dans un petit héritier de, mais plus de Shaman traditionnel, King. Ouais. plus, C'est ça. plus calme, on va dire. Héritier, non pas héritier, la recette de Hunter x Hunter. Oh, il en a pas, lui. Ah, la folie. Ah, Ouais, je pense que Non, moi j'ai une idée. Enfin, c'est une des analyses qu'on avait portées dans l'émission. Non pas forcément que le côté jusque-boutiste, mais ce côté chaque arc est un genre de manga. Ouais, carrément. Le renouvellement dans sa propre série, je trouve qu'elle est quand même assez folle. Je pense que Hunter c'est un manga où quel que soit l'arc et même s'il est très différent l'un de l'autre, t'as l'impression d'être dans la tête de l'auteur, dans l'état d'esprit dans lequel il était à l'instant T où il a fait ça, tu vois. Bon, et le c'est dernier vraiment volume, ça à chaque accrochez-vous. fois, quoi. Non mais tu vois, j'ai vraiment l'impression de ça, quoi. C'est le un dernier gars qui est volume. capable. Je vais faire une analogie peut-être un petit peu non, grandiloquente, mais genre un mec comme Van Gogh, c'est un peu ça, tu vois. C'est un mec, tu regardes un de ses tableaux, t'es dans sa tête. Oui, Et je pense calme-toi, que t'as parlé d'Almodovar. et je pense que c'est pour ça me fait rire. Pourquoi vous et je pense que Hunter c'est pareil, tu lis un arc de Hunter, t'es dans la tête de Togashi au moment où il l'a écrit, quoi. C'est vraiment Le problème, il y a c'est un que son truc cerveau, où il est tout le temps dans une machine à laver, quand même. Ah oui, mais ça On est quand même Ouais, mais ça, on adore. sur une série de 30 tomes qui s'est renouvelée à peu près 4 fois. 4 fois dans ces thématiques, alors qu'on a des séries où il y a plus de 50 tomes et on est toujours sur la même thématique, même si ça fonctionne, hein, Bien sûr. c'est pas un problème. Mais c'est un des gars les plus changeants, on va dire, du manga. Et en Au parlant moins, des il plus s'amuse. Hein, oui, il s'amuse bien sûr. Mais il y en a un autre qui Ouais, et en s'amuse, plus, c'est c'est un ça. mec qui a fait plus de 80 tomes, c'est Oda. Et voilà, la recette secrète de Oda, là, Et alors j'arrive ça pas à la pour moi trouver. c'est un mystère comment ce mec peut encore prendre du plaisir au tome 80. Comment lui il peut Et prendre ça, du plaisir. pourtant ça se sent qu'il prend du plaisir, tu vois, en le lisant tu le vois, mais j'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Moi Et non j'arrive plus. pas à encore. trouver c'est l'ingrédient. Tu sais, si je devais retirer le petit truc en plus là, qui fait que ça coulerait si je l'enlevais, j'arrive pas à trouver ce que c'est. Moi je me dis parfois que quand je repense au moment où j'ai découvert One Piece, je pense les échelles de puissance, il les Et il les gère bien, c'est il vrai. les tease très longtemps à l'avance. Et parce que cette semaine je reparlais tout au début, quand il rencontre Sanji sur le bateau. Donc t'as la bagarre, ils se battent et compagnie. Et je bague tout le Et temps. là d'un coup t'as Œil de Faucon qui arrive, le pirate Œil de Faucon. Ouais. Et là d'un coup, moi je me souviens que quand je l'avais lu, j'étais là, mais attendez, ce mec là il est genre overpuissant, qu'est-ce qu'il fait là aussitôt dans le manga? Il vient, il déboîte Avec son petit couteau de merde. son petit canif. Il déboîte Zoro et tu le revois plus avant je sais pas combien de tomes. Et il a ce coucou, truc à revalou. chaque fois d'arriver à mettre en avant un peu des persos, genre vous allez les voir plus tard. Vous avez la génération, tu sais, la génération de Luffy, les pirates, je sais plus comment ils s'appellent, la génération folle ou je sais pas quoi. À chaque fois, il arrive à faire un petit genre, restez encore un peu plus longtemps, va y avoir des gars encore plus puissants qui vont arriver. Moi, je pense qu'il y a ce truc-là qui me fait rester à chaque fois. Ouais, mais du coup là, ça veut dire qu'on commence à arriver un petit peu au bout là alors. Bah là oui, je pense qu'on y arrive vu que maintenant il se bat contre les empereurs. On commence à y être, mais en vrai il y a trop de persos qu'on n'a pas vu. Le père de Luffy on l'a pas vu encore, tu vois. Enfin on l'a aperçu. Ils commencent à enquiller les spin-offs là au Japon. Il y en a 2. Si on avait enregistré cette émission avant-hier par exemple, on aurait dit qu'il y en avait qu'un. Entre temps, il y a eu une annonce d'un autre spin-off, tu vois. Mais pourquoi on l'aurait enregistré avant-hier? Je sais pas pourquoi on l'aurait fait avant-hier, mais par exemple. Et donc du coup voilà, il y a encore là il y a des spin-offs qui commencent à être bien annoncés. Peut-être format très court, peut-être sur d'autres choses. Mais du coup c'est ça. Voilà. Comme dit Cagnard, il nourrit beaucoup l'imaginaire de ses lecteurs avec c'est ça, ce côté. c'est ça.
en fait, je vais te distiller un petit pan de mon univers et tu vas. C'est toi en tant que lecteur qui va devoir travailler sur à quel point ce mec-là peut être si puissant. Et bien sûr, mais ça voudrait dire aussi que l'avenir, les 10 ans à venir, les 5 ans à venir vont se nourrir de spin-off pour compléter tous ces petits creux qu'on n'a pas eu. Parce qu'il y a eu très peu de spin-off, contrairement à plein d'autres mangas. Moi, je suis pas convaincu de cette logique de spin-off parce que moi, je trouve qu'une œuvre est toujours beaucoup plus puissante quand elle est dans l'évocation d'un. Tu vois, genre Star Wars, ça marche parce que. Tu sais que t'es dans un univers hyper vaste, mais il y a beaucoup de choses qui sont hors champ et qui sont évoquées. C'est toi qui les imagines. C'est le fait qu'on t'évoque, le fait que t'es dans une. Et là, ce que Disney fait, c'est il te montre tout. Voilà. Et moi, je pense que c'est pas bien de faire des spin-offs pour te raconter ça. Très personnel, mais je suis d'accord. Voilà. Et je pense que d'ailleurs, Togashi, il a ça aussi dans Hunter. Dès le début, dans Hunter. Bon, pendant le tournoi, tu vois que tu comprends que Gon il est pas si puissant que ça, mais tu vois des Hisoka, tu vois le frère de Kirua, et tu dis putain, mais quand tu vois la famille Zoldyck, t'es là, genre, mais ils ont l'air putain de balèzes ces mecs-là. Tu vois le président Netero, enfin, tu sais, t'as une sorte Hunter, t'as une frustration même. On arrive à un niveau de frustration dans Hunter, donc en dehors du timing de sortie des albums, mais on a une frustration de ne pas savoir ce qui arrive à des personnages. Il y a 2 arcs et des personnages disparaissent. Ah bah oui, Kirua, on sait pas ce qu'ils font. Kurapika disparaît, Léolio disparaît. Léolio, qu'est-ce qu'il a fait de sa vie, Léolio? Il est devenu médecin. Il est devenu médecin. Ouais, mais moi je voudrais bien qu'on me le raconte, moi. Peut-être qu'il a rencontré des filles, peut-être qu'il a fait des vannes rigolotes. Regarde toutes les questions que tu te poses. Tu veux vraiment qu'on te le raconte ou tu préfères l'imaginer? Parce que ça peut être un piège. Sinon, je peux faire un appel à la pêche, je peux l'écrire. Parce que ça se trouve, tu t'es tellement imaginé ça d'une certaine manière qu'au moment où on va te le raconter, tu vas dire que c'est décevant en fait, que c'est pas ce que tu t'étais dit et tu vois. Moi je me dis tout, moi je sais pas. Et le hors-champ, faut toujours penser au hors-champ. Ouais, le hors-champ, c'est trop très très important. Ceci dit, il y a eu un chapitre qui n'a pas été publié en France, si je ne m'abuse, sur la jeunesse d'Hisoka, qui a été fait par l'auteur de Tokyo Ghoul, que j'ai pu lire et qui est super. Déjà graphiquement ça va. Oui, ça va aller. Graphiquement ça va. Et du coup non mais c'est vraiment intéressant. On y apprend plein de choses dans ce chapitre, dans ce bout. Togashi, à contrario de Oda, lui il donne très peu. Parce que Oda donne, mine de rien, quand t'avances, il donne. Togashi, il te dit regarde à droite parce que ce qui s'est passé à gauche, j'ai pas envie de te le raconter, mais en vrai il donne. Ça m'intéresse plus. Non mais c'est ça, en vrai il donne très très peu, tu vois. Et Hisoka, t'es là, leur personnage de malade. Le chef de la brigade fantôme, on sait toujours pas, super stylé, mais on sait toujours pas. Lui il donne très très peu, mais il a fait que 30 tomes. C'est vrai. 35 Oda, il en a fait beaucoup plus, tu vois. 85 et tu vois limite, mais je suis encore en train de me demander putain, quand est-ce qu'il revient avec de Faucon, tu vois. Maintenant en plus que Zoro a progressé, ils vont se retaper, c'est sûr, tu vois, mais j'ai envie qu'ils reviennent ces persos. Robin, t'allais dire? Non mais c'est pour ça que je disais et c'est pas pour faire des comparaisons ou quoi, mais est-ce que t'as pas l'impression que ton cerveau il a plus fonctionné sur 35 tomes de Hunter que sur 80 tomes de Super Si, probablement. Rien à voir. Donc après probablement. Je veux pas dire qu'une série est mieux que l'autre, hein. Non, encore que si, mais mais d'ailleurs Togashi finit pour différents niveaux. Non mais tu vois, c'est ça. Il finit Yu Yu Hakusho là-dessus. Il te montre pas les combats de la fin. Il te dit juste ils se sont battus, t'as un mec qui a gagné, l'autre non. Et malgré tout, sur la fin de Bleach, c'est aussi ce qui est un petit peu frustrant, c'est-à-dire qu'on te monte en épingle et puis finalement les combats ils te les montrent pas et ils te les avancent assez rapidement. C'est compliqué. Alors du coup c'est compliqué sur Bleach. C'est compliqué. Parce que mine de rien, moi j'ai été très content de voir qu'à la fin il avait tout prévu en fait. Il avait vraiment tout prévu. Il avait tout prévu. Calé, mais il a fait une sorte d'accélération comme la fin de Shaman King finalement. Ouais, c'est ça, genre allez, les gars. Mais non, Shaman King, il n'y a pas de fin. C'est le bouton éditeur, tu sais. Le éditeur boost. Le tanto. Et tu te dis que Bleach, avec beaucoup moins de tomes, la série, elle aurait été parfaite de A à Z parce que oui, il avait bien réfléchi son récit, quoi. Pour finir cette émission, avant un petit quiz, je vous propose de prendre un souvenir sur un ou deux ou trois souvenirs sur ces quelques mangas. Cagnard, si tu veux commencer, si t'as un souvenir sur un manga, un souvenir sur chacun, tu fais comme tu veux. De toute façon, celui sur Hunter, j'en ai déjà parlé. Découverte de la série alors que j'étais pas là pour ça. Ouais. Et l'arrivée d'Hisoka, quoi, à la fin du tome 1 qui fait j'en ai marre, allez, je bute tout le monde, je bute un peu de monde. Dans Shaman King, je pense que le combat contre Faust m'a hautement choqué. Qu'il enlève la peau de Manta, tu vois, tu vois juste son squelette et son visage, ça m'avait pas mal pris. Il y a des muscles.
GTO, la fin. La fin de GTO m'a rendu ouf quand il est censé être dans le coma mais qu'il revient en moto et tout. Ah oui, par contre on spoil un peu, mais je sais que ça c'est des moments. Je me souviens en plus de GTO parce que c'est des séries qui ont 20 ans, ça va. Quand j'ai lu la fin, en fait, j'étais censé. Les gens de les regarder. Mais ils auront oublié. Ouais. Quand j'ai lu les derniers tomes de GTO, j'étais censé réviser pour des partiels. Je les ai foirés ces partiels en question parce que j'étais trop à fond dedans et vraiment, tu sais, j'ai senti le neketsu en moi, quoi. Robin? Moi, Hunter, je crois que j'en avais déjà parlé aussi ici. C'est la découverte via mon cousin, que maintenant tout le monde connaît indirectement. De Robin. Comme le cousin de Robin. Et j'avais lu le tome 10 ou 11, je ne sais plus, au moment où la brigade, Gon et Killua sont kidnappés par la brigade et par Nobunaga. Et bon, c'est pas forcément mon passage préféré, non, mais c'est celui dont je me souviens le plus parce que c'est comme ça que j'ai découvert le manga, quoi. Après GTO, je suis en train de les lire, donc c'est un peu ça fait partie de mes lacunes, donc je suis en train de les lire, donc je peux pas vous dire pour le moment mon passage préféré. Shaman King ou un souvenir, peu importe. Ouais. Tu n'es pas obligé d'en avoir pour chacun non plus. Non, mais si, il est généreux. Mais si, j'ai envie de parler de toutes ces séries, c'est tellement bien. Shaman King, ouais, pareil, le combat trop stylé. Le combat trop stylé quand même. Il est fou, quoi. Tout. Même si le tout début du Shaman Fight, j'aime bien. Quand, avec les pages. Le moment où l'équipe de Yo, ils arrivent et ils ont tous des transformations de ouf, où ils ont des trucs géants qui font 30 mètres de haut et tu fais d'accord, en fait ils sont devenus trop puissants. Et en fait non. Non, mais je peux l'arrêter. Et puis One Piece, l'arc de Chopper. L'arc de Chopper, j'avais pleuré, je crois. Tout le monde a pleuré. Mais parce que c'est trop triste cette histoire. Mais c'est tout le temps trop triste. Mais oui, mais là c'était tous ces flashbacks qui sont particulièrement. Je vais donner un souvenir pas triste moi sur One Piece. J'ai raté la sortie du premier tome. J'ai pas fait attention. Je faisais autre chose à cette époque-là. Et on me conseillait un manga. Et là je vois qu'il y avait. Et donc la personne qui me le conseille, il y avait déjà les 5 premiers tomes. Un an quoi. J'ai raté pendant un an. Et je fais mais inadmissible. Plus jamais je ne raterai un manga à ce point-là. Et c'est un truc qui m'a marqué, genre attends, il y a un manga, on en est déjà à 5 tomes, c'est connu et je le connais pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Quoi? Donc en fait ça a construit ton toit futur. Ça a construit mon toit futur sur le manga, ouais. Bah, sur One Piece, moi je pense que l'arc de Sanji sur le bateau, mec qui se coupe genre comme ça. Oui, c'est vrai que c'était la jambe, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et l'arc de la Basta parce que ça reste le meilleur arc, le mieux géré. Et Crocodile, le méchant ultime. Bon. Julie, les mots de la fin sont pour toi. D'accord. Ah, moi j'ai pas le droit de dire quels sont mes meilleurs souvenirs. Bah si, c'est la question. C'est ton mot de la fin. Ok, pardon. Alors le souvenir pour Shaman King, j'étais en train de penser que j'avais reçu le tome 1 pour Noël. Et dans le paquet, l'autre tome 1 qu'il y avait, c'était Berserk. C'était ambiance. Deux salles, deux ambiances. Et donc, merci papa, merci mamie. C'est ta mamie qui t'avait offert ça? Ouais. Donc tout le monde veut une mamie comme la mamie de Julie. Oui. Et non, JTO, je me souviens. C'est génial parce qu'il aborde plein de thèmes liés à l'adolescence et tout, et il y a toujours des moments où c'est émouvant. Enfin, il y a des persos qui restent, quoi. Et je sais pas, en fait, le moins de souvenirs que j'ai, je pense, c'est One Piece. Parce qu'il y a trop. Il y a trop. Et je sais, c'est toujours émouvant, mais moi, les seuls arcs que j'aime, c'est ceux que les gens n'aiment pas. Donc, c'est quand ils sont sur les îles du ciel. Là. Céleste. Ah, c'est vachement avec Ener. Mais moi, j'adore. Ouais, et en plus, Ener, il a trop une tête de Nizuka. Non, c'est Eminem, je crois. Oui, Eminem, le modèle. Bah, il est blond. Mais Eminem a une tête d'Onizuka. Voilà. Franchement, Eminem Prof, ça marche. Hein. Si on devait faire le film américain, que Eminem soit. Il y a a priori qui est en cours, la série live One Piece. Non, le film live de GTO. Ah non, faut pas. Il y en a un qui existe déjà de toute façon. Il y en a un qui existe, qui apparemment est aimé, hein, qui est aimé, qui est apprécié par les gens qui regardent des dramas, enfin qui n'ont rien à faire dedans. Oui, mais moi je parlais de la version hollywoodienne de GTO. Avec Eminem dedans. Tu mets Will Smith, tu réfléchis pas. Tu mets ça serait tellement cool en avec Will Smith. Tu mets Ryan Gosling, tu vois. Voilà. Ah, Ryan. Ah non. Bon, allez, c'est le mot de la fin et maintenant c'est l'heure du quiz. Messieurs, je vais maintenant vous exposer les règles de notre grand tournoi. Le premier qui tombe s'évanouit ou déclare forfait perd aussitôt le match.
bien sûr interdit de tuer son adversaire. C'est l'heure du quiz, messieurs, dames. Quiz, ils ont plus de 20 ans. Parce que l'émission, c'était ils ont 20 ans. Là, c'est un quiz, ils ont plus de 20 ans. Fort. Attention, il faut attendre la fin de la question pour répondre. Si vous n'attendez pas la fin de la question et que vous donnez une réponse, elle ne sera pas prise en compte. Moche. Et vos adversaires, parce que vous êtes adversaires, là, vous n'êtes plus amis. Bah non, il n'y a plus d'amitié qui compte. On est jamais amis. Là, il n'y a plus rien. Fairy Tail, on est tous amis, on gagnera tous à la fin. Voleront votre réponse. Non, pas dans. Qu'on soit bien clair. Vous êtes prêts? Oui. C'est parti, première question. Il joue au foot et un jeu mobile de la licence vient de sortir et un animé remake. Bah, Captain Majid. Les deux réponses sont bonnes. Pour l'instant, j'avais pas encore fini ma phrase, vous avez tous répondu. Mais arrête de faire des pauses. Tout le monde sait que c'est Captain Majid dont tu parles. Donnez le nom original. Captain Majid. Un point pour Julie, très bien. Mais non, mais c'est Robin qui a Mais j'ai répondu avant. C'est raciste. À la fin de l'intitulé. Deuxième question. Je suis un gamin, mais j'étais lycéen. Mais je sais un peu tout parce que moi je travaillais avec la police et je suis... Détective Conan. Merde. Elle a été plus rapide que toi. Non. Ou alors j'aurais dit Détective Mahid. Non. Non, t'as dit Détective Conan et du coup elle a dit Détective Conan. Détective. Du coup elle a gagné du temps. J'ai dit Destruction. Détective Mahid. C'est tout. Détective Conan, ouais, 1994. Oh là là. Je suis un vagabond. Vagabond Majid. Kenshin le vagabond. Ah mais c'était la fin. Mais comment on sait que quand c'est fini tes phrases ou quand t'as fait une pause? Mais oui, c'est hostile. Non mais c'est à qu'on soit l'impression. d'accord, Majid était un vagabond. Oui, c'était aussi un vagabond, soit. C'est quand je m'arrête en fait, totalement. Bah oui, mais tout à l'heure tu faisais des pauses assez longues entre tes phrases, donc on pouvait croire que c'était la fin. Aucun moyen de le savoir. On appelle ça des pièges. Sinon tu pars en exil avec Glo. Alors, Cagnard 0, Julie 3, Robin 0. J'ai rien avec Vagabond Magique. Non. Ouais, c'est dur. Alors, ce n'est pas un manga, je cours vite, vraiment très vite, et je suis un hérisson. Sonic. Un point pour Robin, bravo. Les hérissons. Ouais, j'allais dire Sonic the Majid, mais. Sonic, ça date donc de 1991. J'ai beaucoup plus que 20 ans. J'ai eu le droit à plus de 40 ans de publication, un record. Astro Boy. Non, c'est l'autre détective Majid là. Quoi ? C'est un policier, effectivement. Ah, c'est Kochi Kame. Kochi Kame, bonne réponse. Ah ouais, mais non, mais là c'est. De 1976, ça c'est très très vieux. La vache. 0 pour Cagnard, 4 pour Julie, 1 pour Robin. 6ème question. Ariane a chanté mon générique avec un gros écho sur la lettre Z. Dragon Ball. Dragon Ball Majid. Dragon Ball Z. Dragon Ball Majid. Z. Dragon Ball. Dragon Ball. Dragon Ball. Z. Z, évidemment. Pas Dragon Ball tout court. Eh oui. Ça n'existe pas Dragon Ball Z. Bah si, en dessin animé évidemment. Pas je suis Dragon Ball Majid. 1989, la série animée Dragon Ball Z. 7ème question. Parfois le héros est un garçon, parfois c'est une fille. Ranma Majid d'un demi. Ah, j'ai cru que ça allait être toi, mais t'as rajouté Majid au milieu, c'est dommage quoi. Bah. Ouais, mauvaise réponse du coup, mais. Et du coup, c'est moi. Oui, je pense que c'est Robin, effectivement. Il s'attribue les bonnes réponses. Bien sûr. Parfait. 5 pour Julie, 2 points pour Robin. Je suis un manga et je suis une lettre. Et je suis de Clamp. X. Bah, X. Bonne réponse. Ah, là, j'avais pas de réponse avec Majid pour le coup. Majid X, peut-être. Oh, mais c'est pas une lettre. Non, ce qui est bizarre. 9ème question. Je suis la première série de Kanakamatsu. Love Majid. Non, vas-y, Lovina. Non. Ah non. Eh non. Ah, il a dû en faire une avant. Eh oui. Genre Majid Love ou. Non. Love. Non. On n'a pas le spécialiste Kanakamatsu là avec nous. Joe, il est pas là. Ça date de 1994 et ça s'appelle I Non-Stop. Oui. 10ème et dernière question. Le blanc, quoi.
Le vide. Nous ne lisons pas assez de harem manga autour de cette Je vous prie d'écouter cette dernière question. Je suis parmi les plus forts du manga, mais j'aurais pu être aussi parmi le plus con. Je ne suis pas humain. One Punch Magid. Je chevauche des animaux et j'ai survécu Gon Magid. à l'ère glaciaire puisque je suis un dinosaure et je suis... Gon. Timbal. Cagnard a frappé Robin pour avoir donné la bonne réponse, quoi, mais... Je voulais lui laisser la magie de réponse. Gon est arrivé sur le studio. C'est ça, et il a tout reste cassé. plus rien. C'est une bonne réponse, effectivement. C'est Gon qui date de 1992, le manga Gon. Merci d'avoir écouté cette émission, merci d'y avoir participé, merci d'avoir participé à ce quiz remporté par Julie. Yeah. Magid. Magie de Julie. Et on se retrouve pour la prochaine émission. Merci à tous de nous avoir écoutés. Hashtag 5DC si vous avez quoi que ce soit à dire au sujet de cette émission. Si vous voulez en parler avec nous, n'hésitez pas à venir nous voir sur les réseaux sociaux. Promis, on mord pas, sauf Cagnard. Bisous à tous, merci, ciao. Ciao. Ciao.